Bonjour et bienvenue dans un podcast qui est le premier d'une longue série puisque ça va vous tenir, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Heureux ceux qui aiment mes podcasts et mes podcasts illustrés sur YouTube puisque j'ai décidé de faire la prolongation des vidéos que j'avais faites, vous savez, sur mes coups de cœur de l'année 2021, 22, machin, etc., que vous aviez sensiblement bien aimé. Et en discutant avec certaines d'entre vous, je me suis aperçue que ça les intéressait beaucoup de savoir ce que j'avais pu lire sur les décennies précédentes. Alors, au lieu de faire euh, Lisa, sa lecture des années 70 jusqu'à maintenant, je me suis dit que le mieux, ça serait de faire par décennie, puisque j'ai toujours mes carnets de lecture, donc je sais ce que j'ai lu, puisque je notais tout ce que je lisais. Bon, après, je me suis dit, ça va être très compliqué de leur donner l'ensemble de ce que j'ai lu. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est de retenir à peu près sur une décennie, de retenir entre 30 et 40, 45 livres, les faire en trois parties. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, alors, je vais faire cette présentation à chaque fois. Donc si vous écoutez chaque podcast, vous aurez chaque fois l'introduction, puisque j'ai euh, omis volontairement euh, plus ou moins tous les classiques que j'avais lus au collège et au lycée. Donc vous n'aurez pas La Fontaine, vous n'aurez pas Molière, vous n'aurez pas Racine, vous n'aurez pas Balzac, ni Flaubert, ni Shakespeare, ni Beckett, ni Corneille, ni Diderot, ni Duras, ni Yourcenar, ni Éluard. Vous n'aurez pas Balzac, qu'est-ce que je n'ai Rousseau, Musset, Sand, Stendhal, Rimbaud, Dumas, je sais pas si je l'ai dit, mais on va dire Dumas une deuxième fois. Non, j'ai dit Duras. Donc Dumas, Giono, Pagnol, puisque c'était obligatoire chez moi, Montaigne, Montesquieu, Verlaine, Apollinaire, Baudelaire, Mauriac, Chateaubriand et toute la clique. Bref, vous prenez les Lagarde et Michard et vous savez ce que vous n'aurez pas. Voilà, parce que je me suis dit, c'est quand même stupide de parler de livres de classiques qu'on a tous lus au lycée, ou enfin au collège et au lycée. Par exemple, il y a des livres quand j'étais plus jeune qui reviennent. D'ailleurs, j'ai vu au programme comme Mon bel Oranger de Vasconcelos, etc. ou Manhattan Transfer de Dos Passos qui revient aussi, mais je crois que je l'ai mis d'ailleurs. Mais voilà, il y a des livres qui étaient au programme de tous les gens de ma génération. Alors, pour les plus jeunes qui écoutent, ou pour les plus âgés, qui écoutent sûrement, c'est des livres que vous avez tous lus, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, alors que vous les ayez lus ou pas. Peut-être qu'ils étaient au programme et que vous ne les avez pas lus parce que ça vous disait pas, parce que vous avez commencé, que ça vous a assommé, comme moi, l'assommoir de Zola, j'y arrive toujours pas, je suis à 88. S'il y a quelqu'un qui arrive à me faire dépasser la page 88, je lui tire mon chapeau ou je lui envoie une plaquette de chocolat parce que voilà, c'est des livres qu'on a tous lus ou qu'on est tous censés avoir lus pendant nos études scolaires. Moi, je parle de livres que j'ai lus qui étaient pour certains d'ailleurs au programme, il n'y a aucun problème, mais que j'ai lus avant de les étudier à l'école, que j'ai lus parce que je les ai lus dans le cadre de mes lectures, on va dire pas imposées, mais qui m'étaient grandement recommandées par les gens de ma famille. Voilà. Alors tout ce que j'ai cité là, tous les classiques, voilà, lus au collège, parce que bon, évidemment les Molières, les Racines, tout ça, on en a lu moult. Et donc, on va pas se les refaire tous. Donc, voilà, sachant que le médecin malgré lui, je l'ai même fait sur scène. Enfin, je l'ai fait, oui, j'étais un des acteurs, actrices en l'occurrence. Mais non, acteur, parce que je faisais le rôle d'un garçon. Donc, j'étais un des acteurs, un des personnages de Molière. Voilà, donc c'est des choses que j'ai lues. Pareil, Montaigne, Montesquieu, je l'ai lu en dehors de l'école, mais je les ai étudiés à l'école aussi, parce qu'on avait un prof qui était un peu dingue de Montesquieu. Voilà, donc je me suis dit, tous ces classiques, entre guillemets, où plus ou moins vous les avez lus, relus, surlus, c'est complètement ridicule que je fasse une liste. Autant faire une liste de livres que j'ai lus en marge de l'école, que j'ai relus après pour l'école, mais que j'ai lus en marge et qui ont vraiment été pour moi mes coups de cœur.
Voilà, parce que dans tous ceux que j'ai cités, vous imaginez bien, j'adore Arthur Rimbaud. Moi, mon premier poème que j'ai entendu d'Arthur Rimbaud, c'est Les Voyelles. C'est pas moi qui l'ai lu, hein, on me l'a lu. Euh, mais voilà, c'est des choses qu'on a tous étudiées. Alors donc, j'ai décidé de récupérer parmi mes carnets de lecture ceux où j'avais mis. Alors à l'époque, je mettais pas des petits cœurs, je les mettais de couleur rouge. Voilà, dans les premiers, je mettais les livres que j'avais beaucoup aimés, je les mettais en rouge, ou je les soulignais en rouge, c'est comme ça que je me suis aperçue. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma liste. Donc dans la première partie des années 80, euh, vous avez, je crois, au programme à peu près 40 livres. Voilà. C'est peut-être là où j'ai le plus lu. Peut-être pas plus, mais bah, où j'ai attrapé mes plus gros coups de cœur. Voilà, donc cette première partie va établir, en fait, c'est pas un classement, hein, allez pas vous affoler, hein, mais c'est plus un, bon, bref, c'est les 13 premiers coups de cœur que j'ai eus quand j'ai commencé à lire au début des années 80 et que je suis tombée absolument red dingue de ces livres-là. Et que si on me demande quoi lire, eh ben, je vous dirai, bah, c'est cela que je vous recommande de lire en priorité. Voilà. Alors, dans les commentaires, vous avez le droit de dire que vous les avez pas lus, de dire que vous les avez pas aimés, de dire que vous les avez lus et pas aimés, que vous les avez lus et adorés, que vous les avez jamais lus et que ça vous donne pas du tout envie, ou que miracle, Lisa, de maintenant, puisque je me suis appuyée sur mes notes, hein, enfin sur mes petits carnets, parce qu'à l'époque, alors, chose que je ne fais plus du tout, hein, on va se calmer, à l'époque, je mettais quelques petits mots. Je mettais pourquoi j'avais aimé, pourquoi j'avais pas aimé, mais des trucs, vous savez, style télégraphique, hein, bonheur, sublime, amoureux, machin, enfin le truc d'une petite fille, quoi, voilà. Parce que, en gros, c'est des livres que j'ai lus plus pour ceux-là, enfin pour tous ces années 80, je les ai lus donc entre mes 10 ans et mes 19 ans, donc voilà. Donc, mais il y en a beaucoup que j'ai lus quand même avant mes 17 ans quand même, hein, sur ces livres-là. Bon bref, on va pas y revenir. Donc, l'introduction est un peu longue, elle sera pas un peu longue à chaque fois parce que je redirai que j'ai exclu tous les classiques que je vous ai cités, sachant, et ça je le redirai à chaque fois, sachant que sont hors compétition, je répète, hors compétition, les amours de ma vie. Enfin, alors, les 4 amours de ma vie, plus un autre qui n'est pas forcément mon livre préféré absolu, mais qui a un lien d'attachement familial, on va dire. Et donc, pour cette raison-là, je l'adore, hein, mais je ne peux pas le juger. Ça, c'est un truc que je peux pas. Donc, hors compétition, Le Petit Prince de Saint-Ex, qui était le grand amour de ma grand-mère. Le Petit Prince, hein, pas Saint-Ex, parce que son amour de sa vie, c'était Paul-Émile Victor, alors pour vous dire. Oh bah, vous savez, j'ai été noyée avec beaucoup de choses hein, dans ma jeunesse. Évidemment, deuxième hors compétition, vous allez le savoir tout de suite, le Grand Maulne n'a rien fourni. Bon, ça, personne ne touche au Grand Maulne, hein, ça c'est, non, ça va pas être possible. Et évidemment, les amours de ma vie, science-fiction, oui, H.G. Wells, George Orwell et Aldous Huxley. Voilà, alors ceux-là, c'est immuable, indétrônable, même pas en rêve que je peux classer leurs bouquins, tellement je les aime. Voilà, je les aime, c'est les amours de ma vie de science-fiction. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, on va imaginer quelque chose de pas mal, c'est-à-dire que je vous ai fait dans l'ordre. Voilà, vous allez en avoir 13, je vais vous les citer, je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, un de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui est en lecture commune dans l'année, puisque j'ai décidé de faire 4 lectures communes cette année, une au mois de février, une au mois de mai, une au mois d'août, une au mois de décembre, et donc bah, le premier livre que je vais citer, qui est, je pense, mon livre français préféré, qui pourrait carrément trôner sur ma table de nuit si je pouvais le faire. Bah, si j'avais pas autre chose qu'encombrer la table de nuit, c'est La Princesse de Clèves. Alors, La Princesse de Clèves, j'avais pensé le faire au mois février parce que c'est quand même, hein, oui, oh, bah quand même, c'est quand même une des histoires d'amour les plus sensuelles du monde.
Et puis je me suis dit: «Non, non, 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 on va le faire tranquillou, à la fin de l'année», parce que ça, c'est un monument que les gens dont les gens ont peur. Donc si ça vous intéresse pour les lectures communes, en février, il y a le Hussard sur le toit. En mai, il y a le Grand Maulne, que je relirai pour la bon, on va éviter de citer le nombre de fois que je l'ai relu celui-là. En août, il y aura Les Ensevelis de Georges de Perbrune, donc Giono, hein, pour évidemment. Et donc La Princesse de Clèves par Madame de Lafayette. Voilà, en novembre. On a décidé parce que décembre, c'est les fêtes, il n'y a plus personne qui a envie de lire que des contes de Noël, machin. Donc voilà, on va éviter de s'exciter la rondelle. Alors, après cette très longue introduction, je mettrai dans la barre d'infos que l'intro dure 10 minutes, hein, histoire qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de l'écouter. Ce qui est dommage, hein, parce que même si Lisa dit absolument toujours n'importe quoi, bah, c'est quand même une des façons d'introduire ce que je vais faire. Donc comme ça, au moins, vous l'aurez écouté une seule fois, et la prochaine fois, bah, vous passerez, vous irez directement au bilan. Alors, dans mes recommandations du premier volet de la décennie des années 80, dans tout ce que j'ai noté et que j'avais souligné en rouge de ces années-là, la première place est La Princesse de Clèves de Madame Lafayette. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je pense que non. Enfin, je crois. Alors, pour ne rien vous cacher, La Princesse de Clèves, je l'ai lu bien avant que ça soit au programme. Pour la petite histoire, euh, c'était un des livres préférés d'une de mes vieilles cousines et qui m'a, je ne sais pas combien de fois, euh, répété qu'il fallait absolument le lire, que c'était, euh, on va dire, un monument de la littérature française et que c'était pour elle, hein, qui était l'un des plus belles histoires d'amour français avec une sensualité folle que je pourrais lire dans ma vie. Voilà. Donc je l'ai lu, je devais, enfin là, visiblement sur mon carnet, je l'ai lu en 82. J'avais 12 ans. Ah, ouais. Est-ce que j'ai compris quelque chose à l'époque? J'en sais rien. Mais en tous les cas, suffisamment pour le mettre avec des cœurs partout et dire que c'est mon roman chéri préféré, quoi, à l'époque, hein. Donc la petite fille de 12 ans, tout de suite, elle a été bien tapée. Euh, je dois avouer que c'est un livre qui est vraiment puissant. Voilà, c'est un livre qui, euh, en fait, cette histoire d'amour entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours, qui ne se l'avouent pas et qui vivent chacun de leur côté parce que l'amour, leur amour est moralement à cette époque-là, donc à la cour de Henri II, bah, pas possible. Voilà. Donc c'est moi honnêtement entre la raison et le cœur, je me suis toujours dit c'est quand même incroyable cette histoire-là, parce que tous les personnages, et il y en a un d'autre, hein, qui arrive dans l'histoire, il n'y a pas que Clèves et Nemours, hein, il y en a plusieurs, ils sont dans ces tourments de la passion, et ils sont enfermés, engoncés dans leur éducation assez stricte, euh, et c'est toujours entre amour et désir, culpabilité et devoir, liberté et raison, etc. Et franchement, je pense, hein, c'est un des plus beaux romans. Alors déjà la langue, excusez-moi, Madame de Lafayette, hein, voilà, on en est à peu près à ce niveau-là. Je rappelle que cette donc comtesse de Lafayette, hein, puisqu'elle s'appelait, je crois de mémoire, Marie-Madeleine, je crois son prénom, Pioche de Lavergne, ça j'en suis sûre. Marie-Madeleine, je suis un peu moins sûre, mais je crois que oui. Voilà, c'est vraiment une des femmes qui a compté dans cette truc-là. Elle n'a pas écrit que La Princesse de Clèves, elle a écrit un autre roman que j'adore, qui est La Princesse de Montpensier, vraiment, qui est très 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 beau. Zaïd, qu'est-ce qu'elle a eu? La Comtesse de Tende aussi, que j'ai lu. Zaïd, j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oh là là. Les Nouvelles Galantes aussi. Il me semble que j'avais lu les Nouvelles Galantes. Les Galantes Nouvelles, non, les Nouvelles Galantes. Et bien sûr, l'histoire de Madame Henriette d'Angleterre. Vous imaginez bien que j'avais lu ça. Voilà, donc c'est vraiment une femme qui a compté. Mais la princesse de Clèves, c'est
bon, bah écoutez, voilà, c'est La Princesse de Clèves. Voilà, donc c'est le premier. Quand j'ai regardé tout ce que j'ai lu, je me suis dit non, mais ça peut pas être autre chose que celui-là. Le deuxième, c'est quand même mon deuxième roman préféré français, je crois. Je vous ai dit, hein, hors Grand Mold, hein, commencez pas à râler. Euh, c'est celui que j'ai relu au mois de décembre. C'est Les Liaisons dangereuses de Coderlo ou Choderlo de Laclos. Voilà. C'est un roman que j'ai lu en 1984, donc comme quoi. Je l'ai lu après La Princesse de Clèves, peut-être à l'école, ou en tous les cas concomitant à l'école. Je dois avouer que je ne sais plus. Mais c'est un roman en fait qui m'avait marqué à l'époque pour la langue et pour le côté épistolaire. Oui, parce que je fais partie de la génération où on s'envoyait des longues lettres. Voilà, on ne s'envoyait pas un SMS, un WhatsApp ou un TikTok ou tout ce que un Snapchat, tout ce que vous voulez pour se déclarer sa flamme. On avait des petits mots dans les trousses, on avait des petits mots dans les carnets, on avait des petits mots dans les pantalons de sport, de jogging. Oui, ça m'est arrivé à trouver là. Enfin, c'est ma mère qui a trouvé le mot quand elle l'a mis à la machine. Elle m'a dit, ah, je crois que c'est à toi ça. Ah, désolée. Mais voilà, on a appris à écrire des lettres, des vraies lettres, des cartes postales, etc. Et donc, tomber sur ce roman-là, qui expliquait, en fait, en gros, alors des histoires, on connaît l'histoire, enfin, je pense que, bon, même ceux qui l'ont pas lu, euh, parce qu'il fait peur, les liaisons dangereuses, mais comme La Princesse de Clèves d'ailleurs, ça fait peur. Enfin, moi, pour en avoir discuté autour de moi, les gens ont un peu la trouille, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, écoutez, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est un truc qui fait peur. Mais par contre, c'est un des livres avec une langue absolument sublimissime, mais vraiment, euh, et qui est un des, enfin, oui, un monument en fait. Et la langue. Alors oui, les histoires, oui, les personnages, oui, cette histoire d'amour qui est quand même une histoire d'amour et qui est mal, enfin où leur espèce de d'orgueil mal placé, leur fierté, leur jalousie, etc., fait en sorte que c'est quand même un truc absolument incroyable. Voilà. Mais la langue, moi j'avais été mais révolutionnée. Alors c'est vrai que dans mes petites notes de jeune fille, j'avais beaucoup aimé Merteuil à l'époque et j'aimais beaucoup Valmont aussi. Comme quoi, c'était déjà pas normal. Et en relisant, parce que j'ai dû le relire deux fois, depuis une autre fois, enfin deux fois jusqu'à l'année, en décembre dernier, donc je l'avais déjà relu deux fois, en plus de ma première lecture. Et au fil des lectures, c'est Merteuil qui m'a toujours plu le plus. Voilà. C'est un rôle fantastique. C'est honnêtement quelqu'un qui doit jouer ce rôle-là, ou qui doit interpréter ce rôle-là. Voilà. Et la liberté de ton, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est un roman qui me plaît par la langue, par le fait que c'est croisé, que quelquefois on apprend quelque chose deux, trois lettres après, pas forcément par les personnes qui ont initié le truc. C'est vraiment exceptionnellement bien écrit. Et puis il y a aussi toute une époque. Et les mots et les sentiments, la scène, les lettres finales sont absolument bouleversante, vraiment. Donc, bah ouais, non, bah écoutez, voilà. Les liaisons dangereuses, Coderlo ou Choderlo, de la colo comme vous voulez. 3, oui, parce que 3, en fait, en gros, 3, il y en a deux. Il y a le 3 et le 4. Je dois avouer que quand je les ai lus, et ça je sais sous l'influence de mon vieux cousin, un jour, il m'a dit, tu as lu ça de Hugo, tu as lu ça de Hugo, tu as lu ça de Hugo, mais en fait, il faut lire Le dernier jour d'un condamné et 93. Voilà. Il m'a pas laissé trop le choix, hein, donc il m'a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, honnêtement, les deux sont très différents parce que c'est pas du tout. euh, c'est Comment on peut expliquer ça? Alors, bon, on va commencer par le 3. Donc, le 3, c'est vraiment le dernier jour d'un condamné. Et c'est un livre que j'ai lu donc en 1983. euh, et j'ai été bouleversée
par ce roman-là, et je pense que je le suis toujours, parce que il y a une espèce de questionnement face au châtiment de ce condamné, donc c'est voilà, c'est un peu un peu comme ça quoi, qui l'explique ce qu'il est en proie à cette espèce de terreur face à ce qu'on lui réserve, qui va plus voir les gens qu'il aime, euh, ce compte à rebours n'est-il pas plus dramatique que l'acte lui-même qui c'est inéluctable, etc. Et vraiment, c'est, euh, c'est, alors Victor Hugo visiblement était assez souvent témoin des exécutions et il a toujours combattu la peine de mort, mais c'est court, c'est intense. Alors à l'époque, je me rappelle qu'après avoir fait des recherches, parce qu'à l'école on l'a pas fait celui-là, et j'avais fait des recherches et mon vieux cousin m'avait dit qu'en fait ça avait créé un tollé à l'époque quand il avait été édité. Euh, je dois avouer que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas lire très très jeune. Euh, Moi j'ai de la chance d'avoir été accompagnée dans mes lectures quand j'étais jeune. Par exemple, les deux premiers, clairement, ma vieille cousine, elle m'a plus ou moins aiguillée. S'il y avait des choses que je comprenais pas, elle me les expliquait. Pareil pour les deux de Hugo, que ça soit le dernier jour d'un condamné ou 93. Je savais que j'avais quelqu'un à mes côtés qui pouvait m'expliquer ça. Et si je me souviens bien, c'est paru en 1829 ou 30, enfin, un truc comme ça. Et franchement, euh, cette espèce de court récit qui vous compte en fait les 6 dernières semaines de la vie de ce condamné, vous avez l'impression que Hugo vous met la main dans celle de cet homme et vous mène là. Alors, les jours sont plus ou moins courts, les moments sont plus ou moins courts ou longs, etc. Des fois, il y a de l'espoir, des fois, il y a de la douleur. Vraiment, c'est un texte absolument magnifique. Et honnêtement, c'est un texte qui, si on s'intéresse au cheminement qu'il y a eu pour abolir la peine de mort en France, on se dit que c'est quand même un des plus gros cris d'indignation de la société française de cette époque-là, euh, qui, euh, qui est glaçant, mais qui coupe aussi bien qu'une guillotine, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est un très très beau texte. Et 93, alors 93, donc toujours de Victor Hugo, je rappelle, on est en fait dans la Vendée post-Révolution française, puisqu'on est en 1793, et il y a trois personnages qui sont là, euh, plus ou moins qui s'affrontent, en fait, euh, et qui ont des idées très arrêtées sur la Révolution. Il y en a un qui est fidèle au passé, donc à l'aristocratie, l'autre qui est plus républicain, et le troisième qui est vraiment euh, dans l'aspect la plus terrible, on va dire, et c'est le cas de le dire, de la révolution et de la terreur. En fait, en gros, on comprend très bien que les personnages, en fait, plus ou moins, ils calquent sur les Danton, Robespierre, Marat et la clique. Mais vraiment, enfin, c'est un livre magnifique, quoi. Alors, c'est une petite pavasse, hein, enfin, pavasse, il doit faire quoi, 400, 500 pages, un truc comme ça, je crois. Mais vraiment, euh, c'est euh, c'est l'état dans lequel s'est trouvée la France, qui était un pays absolument déchiré entre les révolutionnaires, ceux qui étaient contre-révolutionnaires, parce qu'il y a eu la révolte des Chouans, machin, etc., la Vendée, et ceux qui s'en tapent comme de l'an 40, hein, en gros, parce que ils se disent, oh, bah, on s'en fout, maintenant qu'on l'a fait, on y va. Mais vous avez les gens qui sont pour la République, d'autres qui sont pour la Révolution et cet esprit de terreur qui s'est imposé. Alors, vous savez, plusieurs fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas une pointue en matière euh,
de Révolution française, mais s'il y a bien une période qui m'intéresse dans la Révolution française, c'est la Terreur. Voilà, oui, oh bah écoutez, vous allez vous dire, ah bah c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est juste, c'est un moment où c'est quand même assez délicat pour la France et pour la jeune, on va dire, la jeune France républicaine qui arrive et qui a posé des jalons pour être ce que nous sommes. La preuve, il va y avoir des soubresauts pendant au moins une cinquantaine d'années. Mais voilà, c'est vraiment, c'est ni blanc ni noir. Euh, ça serait, si on devait enfin, expliquer ce roman, enfin moi, si j'avais dû expliquer ce roman à l'époque, déjà j'étais fan de peinture, moi j'aurais dit que c'était du Caravage ou du de Boulogne. Un espèce de clair-obscur absolu tout le temps. C'est vraiment, c'est ça en fait l'histoire de ce livre-là. C'est vraiment, euh, on est là, on est dans une tempête. En gros, on se fait rincer de chaque côté sur le bateau, et bah, de quel côté ça va tanguer. Voilà. Et comment ça vaut quoi. Alors il y a encore un plaidoyer contre la peine de mort, hein. Hugo était spécialiste du fait, mais franchement c'est d'une mais c'est romanesque ce roman, c'est voilà. Honnêtement, moi j'avais mis romanesque, poétique et beau. Voilà, donc comme quoi la petite fille que j'étais avait quand même un gros sens déjà de la beauté ou de l'imbécilité, à voir avec vous. Voilà, mais ça c'était donc vraiment un des coups de cœur que j'ai. Ensuite viennent donc le 4. Alors le 4, 5 et 6, c'est plus ou moins, on va dire, les mêmes. Because c'est le même auteur. Voilà. C'est c'est Edmond Rostand. Alors, le premier que j'ai lu, et contrairement à ce que vous pourriez croire, le premier Rostand que j'ai lu, c'est pas du tout Cyrano de Bergerac, c'est pas celui qu'on m'a donné, contrairement, euh, bien que, bah, étant du Périgord, enfin de la Dordogne, bah, Cyrano, machin, etc., vous imaginez bien, mais c'est pas celui qu'on m'a donné. Le premier qu'on m'a donné, et qui est, je pense, mon préféré de Edmond Rostand, c'est L'Aiglon. Voilà. C'est, honnêtement, alors, pour ceux qui savent pas qui est L'Aiglon, c'est le fils de Napoléon. Donc, petite, et encore maintenant, j'ai jamais eu aucun intérêt pour Napoléon. Je sais, comme beaucoup de monde, des dates, etc. Je suis plus intéressée par la campagne de Russie, mais ça c'est parce que je suis un peu tarée sur la Russie. Mais oui, bah écoutez, on a les marottes qu'on peut déjà, hein. On n'est pas toujours bien soutenu, mais c'est pas quelqu'un qui m'a fascinée petite. Euh, alors, il a fait de grandes choses pour la France, il a créé de belles choses pour la France, etc. Sauf le fait qu'une femme soit un objet. Tout est relatif. Oui, ah bah écoutez, le code civil, je l'ai toujours. C'est très bien. Il y a trois quarts du code civil qui me plaît, il y en a un quart qui me met en travers de la gorge. Mais voilà, il a fait de très belles choses pour la France, etc. Il n'y a rien à tartiller là-dessus. Mais je ne voue pas un culte ni un intérêt particulier à Napoléon. Et quand j'étais petite, vraiment, je comprenais pas cette hystérie euh, qu'il y avait autour de ça. Et en fait, donc mon grand-père maternel, pardon, m'a un jour dit, il faut que tu lises ce livre-là. Il m'a montré des photos, et en fait, dans les photos, je ne savais pas qui c'était, hein. Les photos, il m'a dit, c'est le plus grand rôle de Sarah Bernard, etc. Je ne savais même pas qui c'était, Sarah Bernard. Oui, bon, ça va, j'avais 12 ans et demi, hein. Enfin, c'était en 82-83, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui dis, mais c'est qui? Et il m'a dit, ah oui, alors attends, je vais t'expliquer. Donc il m'explique qui est Sarah Bernard, que je retrouverai après pour Louis Gendreau, comme quoi, vous voyez, il y avait des similitudes, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, il y a des chemins dans la vie. Et donc j'ai lu L'Aiglon. Et moi, cette histoire de ce jeune homme euh, qui est en fait
pauvre garçon, en fait. Enfin, je sais même pas comment expliquer ce livre. Euh, en fait, dans cette histoire, enfin, cette histoire-là de cet héritier au destin si tragique, hein, parce qu'il n'a pas vécu très longtemps, voilà. Euh, c'est euh, un des livres les plus incroyables que j'ai lus. Voilà. C'est, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. La sensation que j'ai eue quand j'ai lu ça, c'est-à-dire que je me suis attachée au personnage, euh, au personnage de Flambeau, qui est quand même assez grandiloquent, très impertinent, etc. Euh, et tout ça avec cette espèce de ouais d'impertinence qui sont vraiment pas du temps d'Edmond Rostand, qui sont quand même, enfin à l'époque c'était très académique, hein, et là c'est quand même pas du tout ça. Voilà, et ce type, il est pas là pour être empereur, en fait, il est pas, c'est pas son truc, lui, il veut jouer avec ses soldats de plomb, il en a rien à foutre des autres, quoi. Et j'avais trouvé ce roman-là euh, bouleversant. Enfin, ce roman, en tous les cas, ce titre-là. Et vraiment. Et je sais qu'après, il m'avait fait lire, mon grand-père m'avait fait lire Chantecler, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, après, j'ai lu, donc le deuxième, ça sera Cyrano de Bergerac, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, parce que je sais pas comment expliquer, ce jeune homme qui était mal dans sa peau, euh, qui est, euh, qui est coincé un peu entre les obligations et le pouvoir de l'ex-impératrice qui est sa mère, qui est donc Marie-Louise, et les grèves de gloire de son père, et lui, il veut être indépendant, il veut être un jeune homme comme tout le monde, et en fait, il est coincé dans l'étiquette et dans les manœuvres de tout le clan autrichien pour, en gros, le remettre sur le truc, quoi. Et lui, c'est ça. Et le fait qu'il va sombrer un peu dans cette espèce de folie, pour mourir jeune, hein, d'ailleurs, hein, voilà, donc c'est vraiment, ouais, les clones, voilà. Le deuxième, c'est Cyrano, donc est-ce que vraiment on est obligé de parler de Cyrano de Bergerac? Non, je crois pas. Je crois que tout le monde l'a lu, ou tout le monde sait de quoi ça parle déjà. Euh, je dois avouer que la jeune fille que j'étais n'a pas du tout eu à aucun moment une espèce d'empathie pour les deux débiles là, sauf pour Cyrano. Voilà, parce que franchement, elle, la Roxane, je pouvais pas la taper, vraiment. Et encore maintenant, oui, d'accord, ah ben, elle se rend compte que Cyrano, c'était celui qui l'aimait, elle l'aime et tout. Ah ben bah, t'as raison, 43 ans après, tu peux y aller. Voilà, et l'autre, n'en parlons même pas, inconsistant. Mais n'empêche que c'est quand même un texte magnifique. C'est écrit magnifiquement bien, il y a des tirades exceptionnellement belles, que ce soit à déclamer seul dans votre chambre ou sur le théâtre ou même dans votre tête. Oui, c'est sûr. Voilà. Et le troisième de Edmond Rostand, c'est Les Princesses Lointaines. Voilà. C'est raffiné. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur La Princesse Lointaine? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur La Princesse Lointaine? Déjà, c'est un acte, c'est une pièce en 4 actes. Euh, Sarah Bernard, d'ailleurs, l'a produite, enfin, l'a créée. D'ailleurs, je crois que ça lui est dédié, la princesse Lointaine. Et franchement, c'est une pièce, alors en alexandrin, qui se déroule au Moyen Âge, si je me souviens bien, du temps de l'amour courtois, des croisades et toute la clique. Et en fait, il y en a un qui a vraiment existé, hein, en fait, qui existe vraiment, hein, Geoffroy de Rudel, enfin,
Geoffroy Rudel, qui était un espèce de troubadour, en fait, qui va tomber amoureux d'une princesse et qui va traverser la Méditerranée pour la rencontrer. Et en fait, quand il arrive, je crois, à Tripoli, je crois. Je crois que c'est Tripoli. Oui, c'est la princesse de Tripoli. Et en fait, il arrive, il va crever. Voilà. Donc, ah ben oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et en fait, le truc, c'est de savoir si vraiment il va pouvoir la voir avant de mourir. Et le fait qu'il l'ait aimé sans savoir qui c'était, il l'avait jamais vu, en gros, voilà. Et franchement, euh, peut-être que ça se rapproche de Clèves et de la clique, mais c'est ce truc d'entre l'honneur et l'amour, etc. Alors là aussi, il y a une religion, enfin c'est un amour contrarié, mais il y a une question de religion dedans aussi. Mais si vous avez jamais lu, les vers sont beaux, la fin est absolument noble, au sens vrai du terme, hein. C'est beau, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais honnêtement, il y a une espèce de panache qui se dégage de cette histoire-là. Voilà. Il y a une espèce de panache qui se sort de ça. Et franchement, vous vous dites, ah ouais, mais quand même, quoi. Quand même, le truc incroyable, quoi. Voilà. Donc vraiment, oui, bah oui. Donc voilà, donc vous avez Cyrano de Bergerac, les Glons et les princesses lointaines, hein. Écoutez, voilà. Donc là déjà, vous avez quand même pas mal. Alors, on arrive au 5, parce que je vous ai dit, le 4, c'est une entité Rostand. Comme le 3 est une entité Hugo. Alors, le 5, je l'ai lu, je crois, quelques mois avant de le lire à l'école. Parce que dans mon carnet, c'est marqué début 84 et je l'ai lu, j'ai dû le lire à la rentrée d'après. Pareil, merci tonton, qui un jour m'a posé ça sur la table en me disant, parce que je m'intéressais déjà beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, qui m'a dit c'est bien beau, tes livres d'histoire étaient pas vastes là, mais il faut lire ça. Voilà, ok, super. Donc, ne sachant pas de quoi ça parlait, il m'a dit tu le lis et on en parle. Voilà, donc on a lu et on en a parlé. Et là, je pense que c'est l'un des plus incroyables livres que j'ai lus. Vraiment. On est au début de l'occupation, dans une maison d'un village. Et il y a un vieux monsieur qui vit avec sa nièce. Et leur maison est réquisitionnée, comme beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est un officier qui s'appelle Werner von Ebrenac, si je me souviens bien. Enfin, en tous les cas, Werner, j'en suis sûre, qui va occuper une chambre dans leur maison. Évidemment, ils ne sont pas d'accord, mais bon, ils n'ont pas trop le choix, hein, on rappelle. Et en fait, ils décident tous les deux, d'un commun accord, l'oncle et la nièce, ils décident de ne pas parler, d'être constamment muet quand il est là. Et en fait, lui, il essaye d'entamer la conversation, mais ça marche pas. Et au fil des monologues, on va dire plus ou moins, enfin en tous les cas, ils s'aperçoivent qu'il est francophone, qu'il est très cultivé, qu'il est francophile, qu'il est en faveur de tout ce qui peut être opposé au régime actuel. Et vraiment, ce texte-là, il est absolument bouleversant. Voilà. Je dois avouer que c'est... je ne saurais pas quoi dire, en fait, de plus que ce livre-là est absolument incroyable. Voilà. Parce que c'est... En fait, il déclare son amour à la France en disant je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et en fait, il y a ce côté frontal entre les deux. Et vraiment, voilà, la fin est absolument sublime.
mais vraiment, quoi. C'est vraiment un texte absolument magnifique. Je sais pas, j'arrive pas je pourrais même pas expliquer. Parce qu'en fait, après, à l'école, on nous l'a expliqué avec des mots, avec des... Vous savez, comme faisaient les profs de français, vas-y que je t'explique tous les trucs, etc. Et, et moi, j'avais pas ressenti ça, en fait. J'avais ressenti quelque chose de plus, euh, plus douloureux dans le... Comment ça s'appelle? Comme si, quand je l'avais lu, c'était un peu comme si mon cœur et mon âme se déchiraient petit à petit comme une feuille qu'on déchire doucement pour pas faire trop de trucs pas droits. Voilà. Et la prof de français l'avait expliqué d'une autre façon. Et moi, honnêtement, j'avais pas été très d'accord avec ça. Et j'en avais parlé avec mon grand-père, et mon grand-père, et il m'avait dit, en fait, tu peux avoir, tu peux être en désaccord avec quelqu'un d'étranger, mais il faut que mais que la culture est importante. Il m'avait dit, dès qu'on partage une même culture, un même amour de quelque chose en matière culturelle, c'est c'est le meilleur moyen de s'entendre entre différentes nations. Voilà. Il me disait, c'est pour ça que la musique, la peinture, le cinéma, le dessin, la littérature sont importants, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent être comprises par tout le monde. La musique, t'as pas besoin de savoir ce que la dame, elle chante à l'opéra, c'est de ressentir les émotions qu'elle fait passer. Il me disait, donc tu peux être française, tu peux être danoise, tu peux être japonaise, tu peux être congolaise si tu veux, la ressentie de la musique, sans comprendre ce qu'elle dit et sans se douter de ce qui se passe, tu vas le ressentir de la même façon que l'autre, peut-être que la personne qui est complètement à l'opposé de toi sur la planète. Et donc forcément, c'est un genre de, pas un ciment, mais oui, un genre de ciment. Et il me disait, c'est le plus important. Et en fait, il me dit, tu vois, quelquefois, les silences valent beaucoup plus que long texte. Et quelquefois, faire une déclaration d'amour à quelque chose, à une culture, à un texte, à une musique, va pouvoir t'ouvrir en fait la discussion et une certaine amitié avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'était, moi c'est ce que j'en avais retenu. C'était peut-être pas forcément ce que la prof en avait dit, parce que je dois avouer que ces mots sont passés par-dessus depuis le temps. Mais c'est quand même un des plus beaux textes que j'avais lus, et je pense que euh, c'est encore, je pense, un des textes qui me plaît le plus. Voilà, vraiment. 6, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, autant vous dire que je ne voulais absolument pas lire ce livre-là, parce que euh, on m'avait expliqué ce que c'était, et que donc j'avais 15 ans. On m'avait expliqué ce que c'était, et c'était en 85. Et que j'avais pas très envie de le lire. Sachant que j'avais lu enfin vraiment par hasard, j'avais lu en fait de Profundis, la balade de la geôle de Reading de Oscar Wilde, qui m'avait été donnée à lire, je crois, l'année précédente, et que j'avais beaucoup aimé. Et quand on m'a expliqué le portrait de Dorian Gray en disant c'est un classique et il faut avoir lu ça d'Oscar Wilde, sinon on a loupé sa vie littéraire, enfin je sais bon, c'est à peu près comme ça qu'on te dit ça, euh, ça me donnait pas du tout envie de le lire. Donc je l'ai lu, et j'ai tout de suite détesté Dorian Gray, mais vraiment. Je l'ai détesté. Et je lisais et je détestais sa façon d'être, et ce qu'il était lui, en fait. Et j'ai eu un long moment avant de relire ce livre-là, et j'avais une trentaine d'années, grâce à une de mes amies américaines qui est folle d'Oscar Wilde, et qui m'a dit mais moi j'ai envie de le relire, est-ce que tu ne le relirais pas avec moi? Je lui ai dit bah si tu veux. Et en fait je l'ai relu en anglais, parce que très gentiment elle m'a envoyé un truc en anglais en me disant mais comme ça on aura le même livre et comme ça on pourra lire au même moment.
Et là, c'est pour ça que je vous dis quelquefois, on est trop jeune quand on lit des livres. Et je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, tu comprends, j'ai pas compris quand je l'ai lu à l'époque. Et quand je l'ai relu, quand je l'ai lu une deuxième fois, mais que je l'ai vraiment lu, vraiment, bah, j'ai compris. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des choses que vous n'êtes pas mature pour certaines choses. Alors oui, la littérature et les profs d'histoire et de français sont là pour vous aiguiller, pour vous donner des clés, pour vous expliquer, parce qu'une explication de texte, c'est ce qu'ils font les profs de français, donc c'est exactement leur boulot et ils ont raison de le faire. Mais il y a des esprits qui sont plus matures que d'autres. Moi, j'avais des camarades, et notamment pour Dorian Gray à l'école, euh, où, par exemple, j'avais des camarades qui ne lisaient que ce qui était au programme. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de livres à la maison, chez eux on ne lisait pas, ou ils n'avaient pas les moyens d'avoir des livres. Les seuls livres qu'elles avaient, ou qu'elles lisaient, c'est les livres qui étaient, entre guillemets, imposés pour l'école. Ou c'est ceux qu'elles trouvaient au CDI et que la dame du CDI leur donnait en disant, bah tiens, tu as lu celui-là, tu devrais lire celui-là. Mais elles n'avaient pas de livres. Et en fait, c'est ce que je me suis aperçue au fil de mes années, que moi j'arrivais avec un bagage. J'avais déjà du bagage derrière. Et donc il y avait des choses que je captais parce que j'avais lu d'autres choses, qu'on m'avait expliqué d'autres choses et que c'était pas académique chez moi. Alors c'était un peu, oh bah nous on est des saltimbanques. Voilà, donc on est un peu des artistes chez nous, artisans, artistes, machin. Donc voilà, c'est des esprits libres chez moi. C'est pas des gens avec des corsets, même s'il y a une colonne vertébrale très 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 carrée, hein, chez nous, ça, voilà, c'est limite honneur, patrie, droit et devoir, hein, voilà. Mais il y a un côté saltimbanque et artiste indéniable, donc il y a un côté très rigide, mais un côté, enfin, des valeurs euh, carrées comme ça, mais vraiment. Et de l'autre côté, il y a une question un peu pas permissive, mais enfin, il y a des livres quand même que j'ai lus, j'étais jeune. Peut-être que d'autres personnes diraient, ah ben non, non, c'est trop jeune pour lire. Et effectivement, le Portrait de Dorian Gray, quand vous le lisez à 15-16 ans, c'est trop jeune. Bon, après, il y a des cerveaux qui sont brillants. On parle du commun des mortels. Moi, franchement, ce côté avec ce type qui est... enfin, Lord Henry, il est un peu machiavélique. Et Dorian Gray qui est là, qui est un peu naïf, qui est très beau, mais qui a ce côté un peu... ben, on sent qu'il est corruptible et qu'il a ce côté un peu... ben, pas de, sans morale et qui va surpasser son maître en gros. J'avais pas compris ça en fait et je ne je détestais ce type-là. Et en fait, en relisant avec elle, j'ai compris ce que Oscar Wilde voulait faire passer. Euh, c'est un livre plein de morale. Il vous fait la morale sur la vanité, il vous fait la morale sur l'attirance, sur l'apparence et l'attirance sur une apparence. Euh, Vraiment, c'est voilà, c'est ce côté tourbillonnant au début, on est vraiment dans les bas-fonds de la ville de Londres, et il y a quand même cette espèce de légèreté et de vanité et surtout de jalousie par rapport à la beauté des traits de Grey. Franchement, ce livre-là est un chef-d'œuvre, quoi. Vraiment, je pense qu'il est éternel. C'est un livre que on peut lire, toute génération va le lire et toute génération va trouver des trucs. Voilà, il y a des livres comme ça où vous dites putain le type il a créé un truc qui est immortel. Ah ben ça c'est une œuvre immortelle. Le Portrait de Dorian Gray. Voilà. Et il m'a fallu, je vous dis, entre ma première lecture et ma deuxième, il m'a fallu 15 ans pour le faire rentrer. Et d'ailleurs, je suis revenue sur mon carnet, je ne l'avais pas mis en rouge, et je l'ai souligné en rouge et j'ai mis la date de la deuxième lecture. Parce que je me suis dit, ouais, tu as été passé à côté, mais parce que j'étais trop jeune. Mais franchement, le Portrait de Dorian Gray. Après, alors celui-là, je l'ai lu parce que c'est marqué dans mon carnet. Je l'ai lu pour une fiche de lecture, donc entre ma quatrième et ma troisième. L'été, on nous donnait des livres à lire et on devait faire des fiches de lecture très détaillées, hein, pas style télégraphique. Et celui-là faisait partie des livres que je devais lire. Alors je savais que je l'avais à la maison,
enfin chez mes grands-parents, donc comme je passais les étés chez mes grands-parents, ce n'était que mieux. Euh, et en fait, je suis arrivée avec ce livre entre les mains, euh, tout à fait normalement. Et donc j'ai demandé, j'ai dit je dois le lire, donc on est allé me le chercher. Et ce truc de chercheur scientifique en Antarctique qui voit une sphère dorée où il y a deux personnes qui sont absolument incroyablement sublimes, mais qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe et d'où ils viennent et qui ils sont. Mais ce truc, mais la nuit des temps, quoi. Voilà. Et le fait que le seul fléau qu'on a et qui perdure depuis la nuit des temps, c'est la guerre. Bon, on en sait quelque chose actuellement. Mais vraiment, mais ce truc, mais alors déjà, en plus, c'est une belle histoire d'amour. Alors, tragique, on est bien d'accord sur la question. Sinon, une belle histoire d'amour pas tragique, c'est pas drôle. Voilà, on n'est pas dans les trucs cucu. Mais franchement, c'est un traité sur l'humanité et sur le, la solidarité et le fait, un peu comme tout à l'heure quand je vous disais, c'est ce côté ciment entre les peuples selon ce qu'on peut faire. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Vraiment. C'est vraiment c'est vraiment un truc incroyable, quoi. C'est vraiment profondément humain, ce livre-là. Et vraiment, et c'est une histoire, mais absolument formidablement, enfin pour moi, elle est crédible. Voilà. Et c'est vraiment, je sais pas, il faut absolument. Alors moi, j'ai adoré Ravage, après, plus tard, enfin plus tard, quelques mois après. Mais La Nuit des Temps, pour moi, ça a été un bouleversement. Voilà, vraiment. Par la langue, par l'histoire, par les personnages, par l'évolution qui est donnée, par cette espèce de, 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 de fin, alors qui est à la fois tragique, mais belle, mais tragique. Franchement, c'est magnifique, quoi. C'est non, c'est sublime. La Nuit des Temps de Barjavel, c'est absolument magnifique. Viennent après notre ami le numéro 8, et le numéro 8 qui fait souvent débat, ça c'est sûr, qui fait souvent débat et qui fait souvent plus que débat, qui fait, qui fait souvent euh, des hurlements d'orfraie ou des cris d'amour. Ben moi, c'est un cri d'amour, vraiment, ce truc. Ce livre-là, je l'ai lu en 1985. Il était au programme de l'école. Je savais qu'il allait être au programme de l'école à la rentrée. Pas septembre, mais une rentrée. Je ne sais pas si c'était mars ou après les vacances de Pâques. Et j'ai voulu le lire. Je me suis dit, je vais le lire avant. Parce qu'on m'avait dit que c'était un truc très complexe. Enfin, complexe en tous les cas, pas complexe dans le sens. Si, c'est quand même assez complexe, quand même. Si, c'est quand même un gros bordel, ce livre-là. Mais il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est justement parce que c'est incomparable. Voilà, c'est foutraque, on va dire. Mais vraiment, euh, je ne pourrais même pas vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce truc-là, mais c'est un livre qui a en fait qui a à ressentir plus qu'à comprendre. Euh, je je pourrais pas, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a, bon, bien sûr qu'il y a le village, il y a la famille, il y a les générations, mais vous avez du rêve, de l'illusion, des fantômes, des maladies bizarres, hein, le truc peste du sommeil là, des drames, des morts, il y a des fourmis, il y a des animaux, il y a du sexe, il y en a beaucoup, il y a de la violence. Et tout ça mélangé là-dedans, on finit par plus savoir qui est le père, la mère, le cousin germain et la sœur. Mais c'est incroyable ce livre-là. Ce- moi, il y a eu une espèce de fascination quand je l'ai lu.
euh, où je me suis dit, euh, comment il est arrivé à faire ça? Voilà. Alors, je l'ai relu depuis, hein, voilà, mais et en le relisant, j'ai vu qu'il y avait quand même, c'était plus. En fait, je pense que Gabriel Garcia Marquez a peint la société, en fait, l'humanité, à travers ses personnages, à travers ce qui arrive, à travers tout le cycle en fait de la vie. Vous avez ce cycle normal, c'est-à-dire quand vous naissez, vous savez que vous allez mourir de toute façon. Premièrement, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est ça. Et après, ce qui se passe entre les deux, bah, vous démerdez un peu comme vous pouvez. Mais vraiment, c'est à la fois complètement, euh, comment dire, fantaisiste. Il y a de l'utopie là-dedans, et à la fois, c'est quand même une grande fresque sur la vie. Et c'est un truc incroyable. Si on va même plus loin, et quand après le prof nous avait expliqué certaines choses, et d'espagnol, parce que c'est le prof d'espagnol qui nous l'avait fait lire en espagnol, euh, enfin en franco-espagnol on avait, mais il y avait le prof d'espagnol qui nous avait fait lire certains passages en espagnol, et je me souviens qu'elle avait une vision. Ah non, c'était mon prof d'espagnol c'était un homme, c'était un cubain. Et le prof avait expliqué en fait que il fallait prendre ce livre-là comme, en gros, comme si l'homme était dans une cage, euh, qu'il était condamné à subir ce que la nature et le destin lui donnaient à faire, et que en fait, en gros, il n'y avait pas grand-chose à décider par soi-même, parce que, alors que vous croyez en une force supérieure à Darwin, euh, ce que vous vivez, c'est inéluctable en fait. Voilà, plus ou moins. Si vous vous retournez, alors pas tout de suite, mais quand vous êtes un peu plus âgé, quand vous vous retournez de ce qui est arrivé, des gens que vous avez rencontrés, vous savez, le côté de «et si j'avais pris ce chemin-là», bah, vous vous rendez compte qu'en fait, vous l'auriez pas, c'était pas le moment de le prendre, c'était pas comme ça devait être comme ça, voilà. C'est parce que quand vous faites le pour et le contre, vous vous dites: «Ah oui, mais si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais fait ça». Oui, mais si tu avais fait ça, est-ce que tu aurais rencontré les gens que tu as rencontrés, qui t'ont donné plus ou moins des choses intéressantes ou pas? Voilà, c'est toujours des trucs, mais c'est vraiment, voilà, Garcia Marquez, c'est impressionnant, c'est hors norme, c'est au-delà des normes, ce Cent ans de solitude. Mais j'ai adoré ce roman. Mais c'est un truc, mais c'est la folie. Après, c'est une écriture très sud-américaine. Après, il faut aimer la littérature sud-américaine. Moi, j'ai eu la chance, avec les profs d'espagnol que j'ai eu, qui nous ont fait lire beaucoup du roman sud-américain, et que vraiment, il y a autre chose. Voilà, il y a un truc. Il y a une plume différente. Mais vraiment, c'est incroyable. Et ça fait peur, hein. Je sais que Cent ans de solitude fait peur. Je sais que Cent ans de solitude n'est pas apprécié par beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça tellement foutraque, tellement fou, tellement incroyable, tellement avec qui fourmille de partout. On ne sait plus qui est qui, même si vous avez l'arbre généalogique de la famille, c'est le bordel. Mais il faut se laisser porter. Voilà, en fait, il faut se lancer, mais il faut surtout pas essayer d'expliquer un truc. Voilà, il faut y aller, se dire: «Bon, c'est comme ça». Il faut aller voir, ce qui se passe, et suivre, au gré comme un album photo que vous regardez, vous tournez les pages, bah, vous regardez, même si vous connaissez pas tout le monde, vous y allez. Vraiment, Cent ans de solitude, ouais, non, c'est quand même, ouais, non, ouais, mais c'est pour ça que c'est aussi haut dans mon classement, on est bien d'accord sur la mission. Oui, parce que je rappelle que c'est pas ça, je les ai classés, hein, voilà. Et alors, donc le 9, parce que là il y en a 10, enfin vous en avez un peu plus parce que j'ai rassemblé, je vous l'ai dit, mais le 10, je l'ai lu, j'avais donc 16 ans, et je l'ai mis en rouge, et je sais même pas comment, j'ai mis fascinant, je veux être un vampire. Je vous jure. Alors la gosse qui a 16 ans et qui se dit: «Mon ambition dans la vie, c'est je veux être un vampire». Voilà.
Parce que, contrairement à beaucoup de gens qui disent oui, mais tu comprends, si tu es un vampire, tu vas vivre peut-être 1000 ans ou 200 ans, tu vas perdre toutes les gens que tu aimes, etc. Et moi, je répondais systématiquement, ouais, ouais, mais moi, je veux vivre éternellement, j'en ai rien à carrer, hein, pour vous dire la bête. Voilà, donc, Bram Stoker et son Dracula. Voilà, Dracula. Je... je sais pas quoi vous dire. C'est, honnêtement, c'est un mythe, ce truc. Vraiment. Voilà, c'est un mythe. Euh, j'ai absolument pas vu l'histoire d'amour, et d'ailleurs, ah, carré. Je trouve même pas que c'est une histoire d'amour, mais j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que c'est... je sais pas comment expliquer. En fait, quand il commence le livre, enfin plus ou moins quand il dit, je crois que le début, enfin pas le début, mais à un moment donné, il est dit, euh, j'ai pas de doute ou j'ai aucun doute, les vampires existent. D'ailleurs, certains d'entre nous en sont, ou j'ai la preuve que certains d'entre nous en sont, etc. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Euh, c'est c'est un truc, alors il faut aimer les gothiques, il faut aimer le truc un peu fantomatique, il faut aimer ce genre de truc, mais il y a autre chose derrière, en fait. Il y a une espèce de réflexion derrière, voilà. Et cette histoire de ce type qui est prisonnier du comte Dracula, qui lui est doté d'un truc, enfin il est exceptionnel, machin, et c'est un truc, mais vous vous dites, mais comment je fais pour sortir de là, quoi? Voilà, vraiment. Après, il y a une espèce de... euh, quand moi je l'ai lu, la fin, en fait, m'a semblé logique. Le dénouement, pour moi, était trop conventionnel, mais ça c'est mon avis perso. Mais j'étais j'étais attirée par ça parce qu'en fait c'est très Angleterre victorienne, hein, donc évidemment. Mais c'est un truc, alors c'est pas mon premier sur les vampires parce que mon vraiment premier vrai c'est John Polidori le vampire que j'avais lu je crois quelques mois plus tôt. Oui, parce que j'avais une cousine plus jeune que... Enfin, plus jeune, non, pas plus jeune. J'avais une cousine un peu plus âgée que moi, mais qui était de ma génération, enfin, qui était de... Oui, qui était ma génération, qui était fan de la littérature gothique, Angleterre victorienne, blablabla, gna gna. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait lire Léo de Hurlevent et Jeanne R, deux romans que je déteste, que j'aime beaucoup parce que c'est très bien écrit, bla 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 bla, mais que bon, voilà, c'est pas ma came. Euh, mais enfin, en tout cas, pas cela, mais ni de ces sœurs-là, ni de cette sœur-là. Bon, bref. Et elle m'avait dit, oui, tiens, il faut lire ce truc-là, machin, etc. Bon, je lis Polydori, que j'ai trouvé sublimissime. Et là, elle me dit, bon, bah, tu vas lire Bram Stoker. Donc, je dis, ok, super. Et là, je me suis dit, waouh, quoi. Voilà. Waouh. C'est un truc absolument. En fait, il y a une espèce de bien et mal, un peu obscur. Mais vous êtes là, vous vous dites, mais à quelle place on se trouve, nous, exactement? À quel moment on, on n'est pas manipulé à un moment donné. Voilà. Et je vous dis, la gamine, la gamine qui, oui, parce que j'étais une gamine quand même, qui est là, euh, elle n'avait qu'une seule envie quand elle a fini, c'était d'être immortelle, quoi. Non, mais pour vous dire que ça allait pas très très haut chez Lisa, hein, faut dire. Voilà. Mais vraiment, je sais pas si c'est, alors je sais pas si c'est parce que désormais c'est tellement euh, démocratisé. Ouais.
démocratiser ce titre-là, que tout le monde connaît ce titre, qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, que c'est pas quelque chose qui est invraisemblable, etc. Mais c'est une des bases. Si vous aimez ou que vous voulez vous attaquer à des bases de vampires ou de gothique dans ce sens-là, euh, il me semble évident que lire Polidori et Bram Stoker, c'est la base. Voilà. Après, attaquez-vous à Anne Rice si vous voulez, mais c'est une base. Euh, Après, j'espère que les vampires existent et qu'il y en a un qui va me trouver, que je vais être immortelle. Mais faut pas rêver quand même. Mais bon, on sait jamais. Ah bah vous savez, sur un malentendu, tout peut arriver. Mais vraiment, ça m'avait fasciné, moi, ce truc-là. Vraiment, ça m'a fasciné. Dracula de Bram Stoker. Bon, après, les adaptations plus récentes de Dracula, c'est pas quand même. Voilà, c'est pas top. Enfin, de ce truc-là. Voilà. Et donc le 10, et donc qui sera le dernier de cette première partie. Euh, alors, c'est pas un livre. Bon, bah, c'était pas. Vous avez vu, c'est pas des livres très joyeux quand même. C'est si c'est un homme de Primo Levi. Alors, pour rien vous cacher, ça m'a été filé juste après Le silence de la mer. Ah bah oui, il y en a certains qui voulaient me caler déjà. Parce que comme je vous l'ai dit, je m'intéressais déjà à la Seconde Guerre mondiale depuis que j'avais à peu près 10-11 ans. Plutôt vers 11 ans d'ailleurs, où j'ai vraiment plongé dedans, vraiment. Et, et en fait, c'est un ami de ma grand-mère maternelle, qui avait été déporté, qui savait que j'étais très intéressée par cette période, et notamment côté allemand. Donc notamment plus, ma partie c'est plus 1923, 1949, enfin vraiment Troisième Reich et l'avant et l'après. Euh, et en fait, il a vu plusieurs fois des livres posés sur ma table parce que je lisais. Ma grand-mère, alors pour la petite histoire, à chaque fois qu'il devait venir, parce que tous les jours, elle recevait la moitié du village, genre salon de thé, où on jouait aux cartes. À l'époque, on pouvait fumer dans les maisons. Enfin, en tous les cas, on pouvait fumer. Devant tout le monde, avait les gosses. Donc, on fumait dans la maison. Donc, en fait, c'est un tripot. Hein. À partir de 3h30 de l'après-midi, c'est un tripot chez ma grand-mère, enfin, chez mes grands-parents. Et donc mon grand-père généralement s'exilait avec les hommes dans le jardin pour fumer, pour discuter, pour jouer. D'autres jouaient aux cartes. Bon bref, et après ça rentrait, ça jouait aux cartes, ça papotait, etc. Moi pendant ce temps, je lisais ou j'écrivais. Oui, la gamine qui écrivait déjà, d'ailleurs, dès qu'il rentrait, elle disait, ah, elle écrit ses mémoires. Tu m'étonnes. Voilà, oh oui, c'est ça. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais petite. Et donc en fait, il voyait, j'avais une petite table basse où je mettais mes livres, où je lisais. Donc, outre les romans qu'on me filait, il y avait mes livres d'histoire. Enfin, les livres, c'était pas les miens à l'époque, c'était ceux de mon grand-père ou de mon père. Et, euh, et donc en fait, je lisais. Et à chaque fois, il avait un regard sur cette table-là. Ma grand-mère savait son histoire, elle lui avait raconté, etc., de la déportation, machin, etc., la marche de la mort, la totale. Et donc, un jour, elle me dit, s'il te plaît, les après-midi, alors pas cache tes livres, mais ne les mets pas en évidence, ceux qui traitent de cette période-là, parce que tu comprends, voilà, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, et puis j'aime pas que ça soit visible, etc. C'est une génération qui avait connu la Première, la Seconde Guerre mondiale, les affres des deux, donc je m'y pliais. Puis un jour, il rentre et il voit style Martine à la plage. C'était pas Martine à la plage, calmez-vous. Mais enfin, bon, bref, style, je sais pas, Fantomette ou je sais pas quoi. Et bah, peut-être d'ailleurs un des livres que je vous ai balancé avant, quoi. Bon. Et donc, il me dit, ah, tiens, tu lis plus sur cette période? Alors, je lui dis, si, si, je continue. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Et là, gros blanc, parce que ma grand-mère m'avait dit, ah, surtout tu lui dis rien. Et là, bah, j'étais polie, moi, donc en plus, c'est un ami de la famille, donc je lui dis, bah, donc je soulève ma pile, la honte, et je lui montre ce que j'étais en train de lire. Et donc il dit rien. Il me dit, ah, c'est bien. Bon, c'est tout. Et le lendemain, il passe
le matin et généralement, il passait le matin parce qu'il allait chercher le journal et le pain, donc il passait, des fois il s'arrêtait pour papoter 5 minutes avec mon grand-père, des fois il avec ma grand-mère et des fois il s'arrêtait pas, il faisait juste coucou. Et ce matin-là, il s'arrête et il me dit, je sais pas où j'étais, mais en tous les cas j'étais pas loin, et il me dit: «Ah bah tiens, je t'ai porté un livre, si tu veux lire sur cette période-là, et si comme j'ai vu ton livre là, tu t'intéresses euh, au protocole de Wannsee, euh, il faut que tu lis celui-là.» Et donc il m'a filé Si c'est un homme de Primo Levi, qu'il avait. Voilà. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai montré le livre à mes grands-parents le soir. Ma grand-mère n'était pas du tout d'accord pour que je le lise. Elle l'avait lu. Elle m'a dit, je pense tu es trop jeune. Voilà. Alors j'en lisais beaucoup hein, depuis longtemps, mais voilà, celui-là, voilà. Et mon grand-père, qui était proche de sa fin, en fait, sans le savoir, mais bon, il allait mourir quelques mois après, lui dit, écoute, elle le lit, moi je peux lui en parler, et puis si elle a besoin, bah, elle demandera au propriétaire du bouquin. Voilà. Donc, il s'appelait Henri, elle me dit, si tu as besoin, tu en parleras avec Henri. Et en fait, je ne sais toujours pas je ne me souviens pas ce que j'ai pu lui en dire. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée dans ce livre-là en ayant appris des choses sur cette période-là, mais du côté des bourreaux. Et là, j'avais en face de moi un rescapé italien, puisque Primo Levi est italien, du camp de Auschwitz-Mornowitz, qui raconte en fait, avec ces mots à lui, qui sont à la fois très bruts, très crus, mais simples. Il n'y a pas de fioriture là-dedans. Euh, le, la vie, la vie et la dureté du travail et le manque d'humanité de certaines personnes, que ce soit ces co-détenus ou les gardiens ou la hiérarchie qu'il y avait dans le camp. Euh, et la question qui était en filigrane, c'est comment un homme peut, euh, alors imposer, c'est pas assez fort, mais bon, pour l'instant, j'ai que ce mot-là qui vient à mon esprit. Comment un homme peut, euh, oui, imposer, obliger, soumettre un autre homme, qui est donc son équivalent et qui est normalement sur le même pied d'égalité, à cet enfer-là. Et jusqu'où l'homme qui subit ce qu'il subit ne va pas devenir plus brutal s'il en a l'occasion de se retourner contre son bourreau. En gros, à un moment donné, à quel moment votre humanité va se transformer en une espèce de bestialité, sans faire offense aux bestioles qui sont largement moins connes que les êtres humains. Voilà. Et là, tu te dis, waouh. Voilà. Euh, je ne sais toujours pas ce que j'ai pu en dire quand je l'ai lu. C'est-à-dire que je l'avais simplement souligné, enfin je l'avais mis en rouge et surligné en disant, j'avais mis essentiel. C'est tout ce que j'ai mis. Et toujours maintenant, alors maintenant malheureusement ils sont tous décédés, je ne saurais jamais ce que j'ai pu, parce que je sais que j'en ai discuté avec Henri, mais je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, des mots que je lui avais dit. Sachant qu'il ne m'a jamais parlé de ses moments dans les camps, parce qu'il a fait 3 camps par déplacement. Il me l'a dit que ce mois
enfin, long mois, on va dire 1 an ou 2 avant sa mort. Et j'étais quand même déjà très adulte. Voilà. Donc, à cette époque-là, il m'en a pas parlé. Un jour, il m'a dit: «On en parlera un jour, mais tu es trop jeune et tu sais pas assez de choses. Et tu n'as pas vu et tu ne sais pas assez de choses.» Et donc, après, il a su que j'étais allée sur certains endroits, que j'avais lu des trucs, et cetera, que j'avais vu, que j'avais visité des endroits, que j'avais parlé avec des personnes, et cetera. Et donc, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être ça s'entend sa fin arriver, peut-être, sûrement, j'en sais rien, je lui ai pas, j'ai pas osé lui poser la question, mais, un jour il m'a dit: «Tu as droit à 3 questions, tu les poses, je te réponds honnêtement, je te dirai tout ce qu'il y a à dire, mais je ne répondrai qu'à ces 3 questions. Donc tu réfléchis bien aux 3 questions que tu vas poser parce que je n'irai pas plus loin.» Voilà. Et il m'a dit noir sur blanc, et je lui ai posé 3 questions, même pas des questions forcément ou dérangeantes ou, ou ouais, détaillantes, mais, mais j'ai posé des questions. Voilà. Et il m'a répondu, honnêtement, et je sais que ce qu'il m'a répondu est vrai, mais je ne me souviens pas de ce qu'on a fait quand on a parlé du Primo Levi. Voilà. Je sais qu'on en a parlé, je sais qu'il m'a demandé ce que j'en avais pensé et ce que j'en avais retiré, mais je ne sais absolument plus ce que je lui ai dit. Voilà. À part que l'homme est une saloperie pour un autre homme, que les atrocités que l'homme commet euh, sont, sont en perpétuel recommencement, qu'il apprend jamais rien, qu'on apprend, je m'inclus dedans, qu'on n'apprend jamais rien, que les gens qui te disent oui mais tu comprends, il faut apprendre des leçons du passé, ah ta gueule, c'est pas vrai, parce que sur l'humanité entière et depuis la nuit des temps, pour reprendre la nuit des temps de Barjavel, la guerre est un truc que l'homme a toujours fait, et on est des gros cons sur cette planète. Alors la planète a bien fait bien de nous en coller une de temps en temps, elle devrait faire beaucoup plus souvent, mais là, on n'apprend rien, rien, et on reproduit tout le temps, alors de façon décalée, chaque génération, chaque connard qui le fait apprend, mais si vous regardez actuellement dans notre période à nous d'histoire, et pas forcément dans certains pays qui sont surexposés dans les médias, mais dans des pays qui sont peut-être moins exposés parce que, bah, en gros, c'est au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Papouasie, au fin fond du truc, tout le monde s'en bat les couilles. Excusez-moi de parler vulgairement, c'est vrai. Et je suis sûre qu'il y a encore des trucs de génocide. On en a entendu parler des trucs de gens d'un village à côté qui saute sur celui d'à côté, qui égorge, qui viole, qui brûle les gens. Enfin, je veux dire, sans avoir un protocole bien établi comme ces connards, mais c'est la même chose. Et l'homme n'apprend rien. Rien. On saute sur son voisin parce qu'on veut son pétrole, on saute sur son voisin parce que, ah tiens, il a un caillou plus joli que le mien. Ah, voilà. Alors, je fais partie du lot. Je fais exactement partie du lot, mais à force d'avoir lu ce genre de truc, je me dis que l'être humain est la pire saloperie du monde. Vraiment, et je m'inclus dedans. On est bien d'accord, je suis un être humain. Voilà. Mais je suis la pire saloperie. Alors, les femmes sont pas meilleures que les hommes, parce que les femmes dans les camps des femmes étaient les pires connasses qu'on puisse avoir. Et moi, quand je dis, ah, mais une femme, gna, sororité, oh, ben ta gueule. Mais ta gueule, parce que tu n'as pas entendu parler les détenues, parce que tu n'as pas entendu parler les gardiennes, parce que tu n'as pas vu ou lu ce qu'elles ont pu faire dans n'importe quel. Mais je ne parle pas que de la Seconde Guerre mondiale. Je parle d'autre chose. Il faut arrêter de penser que tout le monde est beau, il est gentil, mais on ne vit pas sur la planète de oui-oui. Donc, si vous avez les actualités déjà, là, actuellement, depuis le début de l'année, on est en train de se dire, c'est quoi ce bordel? Parce qu'à un moment donné, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table? Bon, à part un être suprême, mais bon, ça, si vous y croyez, allez-y, mais pour l'instant, il n'a pas tapé, parce qu'il doit en avoir un peu ras le cul de tous ces crétins. Parce que si c'est lui qui a créé l'humanité, il va se dire, putain, je vous ai filé une planète, elle est sympa, elle est jolie, il y a plein de jolies choses à faire, vous êtes plus ou moins doté d'un cerveau qui fonctionne, chacun a son précaré, machin, etc. Qu'est-ce que vous foutez le bordel?
pourquoi vous foutez le bordel? Voilà, donc il doit se dire, écoutez, maintenant vous vous démerdez, parce que moi je veux plus rien savoir, ça c'est fini, voilà, je vous ai envoyé une fois mon fils, vous l'avez cramé, enfin crucifié, donc maintenant ça suffit, vous vous démerdez comme vous voulez, j'en ai plus rien à carrer. Il a raison le type là-haut, il en a rien à foutre. Voilà, alors si vous y croyez pas, quelle que soit votre religion, vos croyances, et que vous croyez en l'humain, bah n'y croyez pas non plus, hein, parce que ça sert plus à rien. Voilà, et quand vous lisez ce genre de livre, voilà, déjà vous sortez... en gros, très très, voilà, un peu sur les nerfs, mais vous vous dites, ça tient à rien, quoi. Et l'homme n'apprend rien, voilà. À un moment donné, l'homme redevient pire qu'une bête, parce qu'un animal ne tue pas pour le plaisir, ne torture pas pour le plaisir. Il tue pour manger, et il tue pour protéger son espèce. Si c'est un nouveau-né qui est le plus faible et qui sait qu'il va mourir, il l'élimine pour qu'il n'y ait pas de danger pour le reste du troupeau ou de la meute ou de ce que vous voulez. Mais un animal ne vous attaquera pas, il ne vous mangera, il ne vous fera pas du mal pour le plaisir. Dans ses yeux, il n'y a pas de plaisir. Il se défend, il a peur, il a faim, mais c'est basique. Un animal ne veut pas de mal, va pas vous torturer pendant des semaines. Il n'y a que l'être humain qui est capable de faire ça. Ce qui prouve bien que c'est une grosse saloperie quand même. Voilà. Donc ça, c'était les 10. Bon, évidemment, il y en a qui se sont collés hein, les uns aux autres. Vous avez bien compris le principe. Donc ça, c'était les 10 premiers. Donc on peut dire que c'est pour moi les 10 meilleurs de ce que j'ai lu dans la décennie des années 80. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé comme petit truc, sachant qu'il y aura donc forcément, elle est intelligente cette Lisa, il y aura forcément une deuxième partie, oui c'est intelligent, c'est ce que tu dis Lisa. Non mais vous savez, quand on enfonce des portes ouvertes, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Alors dans la deuxième partie des années 80, donc qui viendra le mois prochain, parce que je vais en faire une par mois, donc on ira de la 12, non, de la 11 jusqu'à la 23. Voilà, donc il y aura pas mal de choses. Je dois avouer que j'ai eu un mal fou à les classer. Vraiment, j'ai mis, je prépare ça depuis cet été, hein. Donc l'été dernier. J'ai eu un mal fou à les classer avec le carnet parce que je me suis dit, ah, mais tu peux pas mettre celui-là avant celui-là. Oh là là, tu peux pas mettre celui-là après celui-là. Enfin bon, bref. Je me suis arraché la gueule. Probablement moins les 3-4 premiers là, mais alors les autres, ça a été très très compliqué. Hein. Dans la deuxième volée, il y en a un, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, quoi. Mais j'ai là, je peux pas. Voilà, donc vous verrez ce que j'ai lu dans les années 80, donc entre mes 10 ans et mes 19. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus aussi. Si vous les avez découverts sur le tard, tant mieux. Si vous les avez jamais lus, c'est peut-être l'occasion de les lire, ou si ça vous donne pas du tout envie de les lire, ne les lisez pas. Mais j'aimerais bien avoir vos commentaires sur vous, votre décennie. Donc, alors pas les années 80 pour vous si vous n'êtes pas né dans les années 80, enfin 70, voilà. Mais entre vos 10 et vos 19 ans, voilà, de dire tiens, bah ouais, j'ai lu celui-là, ou je lisais que les livres à l'école et voilà, il faudrait que je retrouve, je sais pas si j'arriverai à retrouver ça, mais il faudrait que je retrouve parce que j'avais gardé dans la gare des Michards, mais alors j'en ai un exemplaire là et j'en ai un exemplaire en Dordogne, mais qui appartenait, alors le vieux exemplaire qui appartenait à ma mère, la gare des Michards, et à ma tante aussi, et celui que j'ai ici, c'est le mien. Donc il est plus récent, mais dans les autres, j'avais, je crois, gardé quelques listes de livres étudiés à l'école. Voilà, et notamment, par exemple, ma liste de terminale, enfin de première en vérité pour le bac français, il faudrait que je le retrouve cette merde, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je suis tombée sur Arthur Rimbaud, le Dormeur du Val, commencez pas à vous affoler. Voilà, oui, bah évidemment, la fille qui a de la chance, elle tombe sur son mec et sur son poème préféré. Tout va bien, Lisa. Voilà, donc non, mais quand on a du cul sur cette histoire-là. Donc je vous raconterai un jour comment j'ai passé le bac français à l'oral. C'était un grand moment. Pareil pour l'oral d'espagnol. Grand moment. Je suis tombée sur un article d'un journal espagnol sur Johan Cruyff. Juste un de mes héros footballistiques de tous les temps. Non, quand je vous dis qu'il y en a certains qui sont bons. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Et écoutez, on peut en discuter. Si vous faites partie du club
lecture de la Cambrousse littéraire. Bah écoutez, comme on se donnera rendez-vous bientôt, hein, vous avez la date, bah on pourra même en papoter, on parlera de notre livre du mois, mais on pourra même évoquer, s'ils arrivaient à me trouver les deux, allez, trouvez-moi les 3 premiers de votre top entre vos 10 ans et vos 19 ans. Voilà, vous me dites, ah, entre 10 ans et 19 ans, j'ai lu ces trois-là, et c'est ces trois-là que j'aime le plus. Voilà, après, il faut les classer. Moi, je sais même pas comment j'ai fait pour les classer. J'ai trop honte d'avoir classé ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, maintenant que c'est classé, c'est classé. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que c'est la prochaine vidéo? Je sais pas. Oh, bah, la prochaine vidéo, c'est soit la palle de février, soit le point lecture de février, le point lecture de janvier, c'est un des deux, hein, je pense, mais je ne sais pas lequel. Voilà. Oh là là, ça m'inquiète de ne pas me rappeler ce qu'il faut que je fasse ou pas. Bon, écoutez, les vieux, c'est comme ça avance pas, et puis ça s'arrangera pas, les vieux, vous savez. Oh là. Allez, je retourne à ma lecture. Ciao, bonne lecture, et à bientôt. Et bonne brioche, ou frangipane, comme vous voulez. Moi, c'est la brioche.